Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay. Aujourd'hui, on a un épisode spécial. Je suis bien forte là-dessus ces temps-ci. On reçoit deux invités et on change de studio. Donc, je suis dans un studio à Québec cette fois-ci pour rencontrer Kim et Sophie, qui sont deux femmes que j'ai rencontrées presque par hasard et qui sont toutes les deux atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin, qui ont aussi une stomie. Elles ont des parcours un peu différents. Je trouvais ça intéressant qu'on ait une discussion à trois pour avoir un peu des angles diversifiés sur le parcours. Est-ce qu'on accepte notre stomie ou pas rapidement? La vie de famille aussi, parce que les deux sont mamans. Donc, on va pouvoir avoir une belle discussion 360, plus en type témoignage aujourd'hui. Je vous en dis pas plus, je vous laisse là-dessus. Bonne écoute! L'épisode d'aujourd'hui est présenté par l'Association des stomisés de Québec-Lévis. Comme son nom l'indique, l'association, en fait, offre des services, du soutien puis des ressources aux personnes des régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches pour les aider avec leur stomie, en plus d'organiser des événements, puis aussi des groupes de soutien. Si vous voulez tout savoir sur ce qui a trait à cette association, je vous invite à visiter leur site web rsql.org. Vous allez trouver toutes sortes d'informations puis les événements à venir. Kim, Sophie, bonjour. Bon matin. Peut-être pour mettre les gens en contexte, là, c'est un épisode matinal. Ça se peut qu'on ait des voix un peu plus graves, des petits yeux. Mais on voulait prendre un moment pour discuter tout le monde ensemble. Les filles, on s'est connues un peu par hasard à l'hiver dernier. Bon, à l'époque, j'ai publié une lettre ouverte dans la presse pour parler de la représentation dans les médias des personnes stomisées. Et là, j'ai comme reçu un message de Kim, je pense. Non, c'était Sophie, c'est ça. Qui m'a dit « Ah, c'est donc bien cool, tu sais. Nous, on est impliqués dans la Fondation digestive à Québec. Puis, en tout cas, si jamais tu passes, on aimerait ça discuter avec toi. Parce que tu m'avais dit à l'époque, tu sais, que vous aviez un parcours un peu... vous étiez un peu dans la même situation que moi, c'est-à-dire... On est tous dans la trentaine, quarantaine, on a des stomies, on a des vies très normales, très remplies, puis plein de points en commun. Puis là, est arrivé donc ce moment où j'étais le passage à Québec, puis on est allé prendre un verre ensemble. Puis là, je me souviens que d'être ressortie de là avec tout plein d'énergie, puis j'ai dit à mon chum... C'était tellement cool! J'ai rencontré des personnes comme moi! Puis je me suis dit qu'il fallait qu'on s'enregistre quelque chose ensemble. Là, j'ai dit bien de l'info. Peut-être, on peut un pas en arrière. La Fondation digestive, donc, vous m'avez approché quand vous avez lu le papier. Parce que ça correspondait un peu à votre mission aussi. C'est quoi la Fondation digestive? Peut-être, Kim, en quelques mots. En fait, c'est une fondation qui vient supporter les gens qui souffrent d'une maladie inflammatoire des intestins ou d'un cancer colorectal. Les piliers, je dirais, de la fondation, c'est vraiment tout ce qui est la prévention, la recherche et... L'éducation. L'éducation, exactement. Ouais, donc, c'est un peu ce que vous faites ce matin aussi. Exact. La sensibilisation aussi oui. à ces maladies-là, à nos conditions. Oui, récemment, vous avez fait je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, là, une campagne de sensibilisation justement avec du papier toilette, là, avec un code QR. Là. Le papier QR, oui. Oui, c'est ça. OK, fait que c'est vraiment... C'est intéressant parce que on n'a pas beaucoup parlé de cancer colorectal à date sur le balado. T'sais, on parle des maladies inflammatoires, on a parlé de plus en plus de stomie, mais c'est aussi... Tu sais, je sais que moi, dans mes premières années, j'étais très instable. Tu sais, les symptômes se ressemblent beaucoup entre une maladie inflammatoire de l'intestin qui n'est pas stabilisée puis un cancer colorectal. Moi, c'était toujours ma crainte, on dirait, d'en avoir un. Sophie, Kim, t'es passée par là. Ouais. On va en reparler après. Mais je trouve ça intéressant parce que la Fondation vient justement toucher aux deux. Puis c'est souvent, c'est dans l'univers des personnes stomisées, on va croiser et des gens qui ont des MII et des gens qui ont des cancers colorectaux, ou les deux. Fait que je trouvais que c'était intéressant parce que c'est une mission qui est très noble. On parle de, justement, démystifier, on parle de sensibiliser, d'éduquer, puis pour toute cette vague-là. Là, peut-être, avant de rentrer dans le détail de vos parcours, les deux, vous êtes connus à la Fondation, c'est ça? Exact. Ouais. OK. Puis les deux, vous êtes de Québec? Oui. OK. Mettons qu'on commence par la base.
Sophie, je sais que tu as ou tu as eu une colite ulcéreuse. Oui. Sophie, ta colite ulcéreuse, ça a commencé, il me semble, quand même, dans la vingtaine, c'est ça? T'avais comme un parcours assez typique, c'est ça? Oui, j'avais 21 ans, je commençais une maîtrise à l'Université Laval quand mes premiers symptômes sont apparus. Puis toi, c'était quoi tes premiers symptômes? Est-ce que c'est comme la fatigue, des diarrhées, des maux de ventre? C'était-tu très typique ou c'était des symptômes un peu plus flous? Moi, c'était vraiment typique, là, donc des envies urgentes d'aller à la salle de bain, du sang, beaucoup de sang, des diarrhées. Ouais, vraiment les symptômes typiques, là. C'était un peu spécial. Moi, au départ, le médecin que j'avais rencontré m'avait dit « Ah, t'as des hémorroïdes, je vais te voir en consultation, puis on va juste enlever ça, puis ça va être terminé. » Finalement, le jour J de cette consultation, il s'est rendu compte que c'était pas ça du tout. Ah ouais. Donc, il m'a fait passer une colonoscopie. Puis, pendant l'examen, lui, c'était comme évident que j'avais la colite ulcéreuse. Il disait pas grand-chose. Donc, suite à l'examen, il m'a redirigée vers une autre médecin qui, finalement, elle, m'a suivie pendant plusieurs années. Puis, j'étais toute seule à ce rendez-vous-là et tout ça. Ils m'ont comme Parce parlé... que tu t'attendais pas à ça. C'est ça, je m'attendais pas du tout à ça, là. Moi, c'était comme... une petite intervention banale qui allait se passer. Mais finalement, je me retrouve assise dans le bureau d'une gastro-entérologue qui me dit que j'ai une maladie auto-immune de l'intestin et tout ça. À l'époque, honnêtement, je me souviens pas de ce qui s'est dit pendant cette rencontre-là. Je suis sortie de l'hôpital, je pleurais. Je savais pas ce qui venait de se passer. J'avais oublié toute l'information qui m'avait été dite. Fait que c'est comme... dans ma tête, c'est comme un gros brouhaha, là, cette rencontre-là. Puis on dirait que par la suite, j'avais pas vraiment pris ça au sérieux. OK. Parce que j'ai commencé à prendre du Mésavant, un anti-inflammatoire, là, le médicament le plus de base, dans le fond, pour traiter une colite ulcéreuse. Puis tout de suite, ça s'est beaucoup amélioré. Tu sais, après ça, mes symptômes ont arrêté, tout ça. Donc, pour moi, c'était comme si ça n'existait pas, là, cette maladie-là. Donc, j'en ai jamais parlé à personne. Ça, c'est incroyable quand même. Tu sais, je comprends quand t'as pas de symptômes, mais c'est incroyable. Mais tu vois, dans toutes les personnes que j'ai croisées, tu sais, avant même le balado dans mon entourage qui avait ces maladies-là, il y en a beaucoup qui en parlaient pas. Tu sais, comme quand on s'en parlait, il fallait chuchoter quand t'es dans des groupes pour que personne soit au courant et tout ça. Toi, est-ce que c'était comme parce que c'était pas nécessaire ou c'était parce que t'étais pas à l'aise avec ça? Les deux. OK. Vraiment les deux. Pas nécessaire parce que moi, j'étais dans le déni là, d'avoir comme une maladie reliée, tu sais, à un sujet vraiment tabou et tout ça. Ça, je pense que c'était le gros morceau. Mais aussi, je trouvais pas ça nécessaire dans le sens que j'avais quand même une vie normale malgré tout à l'époque. Ouais, t'as pas besoin de la moduler pour faire rentrer ta maladie de façon subtile dans ton quotidien. Non, c'est ça, exactement. Là. Okay. Il y a eu évidemment des hauts et des bas, là, comme je pense pour à peu près tout le monde, mais c'était assez bien géré. OK. Puis Kim, de ton côté, parce que je t'ai vu faire un petit sourire quand Sophie a dit non, j'avais pas besoin d'en parler, puis tu sais, c'était différent. Toi, ton début de parcours, toi, je me rappelle, excuse-moi, c'est un Crohn ou une colite? Un Crohn. Un Crohn. Ton Crohn, comment ça a commencé de ton côté? En fait, j'ai été malade pendant peut-être 2 ans. Je me ramassais souvent à l'urgence. J'ai une infection X, une infection urinaire, une amygdalite. J'étais tout vraiment le temps... comme système immunitaire, mais pas tant digestif. Oui, exact. Puis j'avais des problèmes digestifs aussi, mais j'en parlais pas vraiment. OK. J'avais du sang dans mes selles à cette époque-là, mais j'avais quoi, 16 ans? Puis c'était comme... on dirait que j'étais comme justement gênée d'en parler. On parle pas de nos selles en général. Non. C'est ça. Fait que ça a comme pris du temps avant que j'en parle. Puis là, à un moment donné, j'ai un médecin là, avec qui j'ai eu confiance. J'ai commencé à y en parler. Puis elle a fait « Oh, ça, c'est pas normal. » Fait qu'elle a comme fait 1 + 1. J'ai passé une coloscopie, commencé à passer un examen de l'intestin grêle. Je me rappelle encore, là, l'espèce de croc vert, de liquide épais, blanc. Oui. Il tenait sur le côté. Ça fait longtemps de ça, puis je m'en rappelle encore comme c'était hier. Puis, à un moment donné, ils ont découvert que j'avais la maladie de Crohn. Okay. Puis là, on m'a mis sur de la médication. Tu
ça a été quand même un bon boom aussi, là. C'est comme si ma vie, elle s'était un peu stabilisée. Puis je prenais justement Pyrinétol avec du Pentasol, comme le vieux médicament dans le temps. Oui, j'ai eu le même mix, Puis j'ai passé un bon bout avec ça. Puis après ça, c'est ça, j'ai passé plusieurs années, puis on m'a embarqué sur le Humira. Tu sais, des fois, tu as un petit down, change une médication. Puis là, j'ai été un méchant bout sur Humira jusqu'à temps que ça dégénère pour de vrai. C'est ça. Et c'est intéressant. Pour vrai, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que dans tous ces médicaments-là qu'on prend, on dit genre le kit de base, c'était Pyrinétol, Pentasol. Moi, je me rappelle la première fois, tu sais, j'étais en appart, que j'avais 20 ans quand j'ai eu mon diagnostic, puis j'étais retournée chez mes parents en Outaouais, puis je faisais tout mon espèce de pilulier, là, tu sais, de ma prednisone, mon Pentasol, mon Pyrinétol, mon nanana. Puis mon père m'a regardé, il a pris mon pot de Pyrinétol. Il me semble que c'était celui-là, puis il a fait « Tu prends ça? » J'ai dit « Ben oui. » Puis tu sais, moi j'ai un oncle qui est décédé de la leucémie quand j'étais jeune, puis il dit « Ben ton oncle avait ça dans son cocktail de pilules aussi. » Puis là, je me suis en fait comme « Ah mon Dieu, là c'est grave ce que j'ai. » Dans ma tête, j'étais comme « OK, c'est un médicament qui est aussi utilisé pour les gens qui ont le cancer. » Moi, ma mère, elle me répétait toujours ça parce qu'elle avait été sur Internet. Puis elle était comme « Ils donnent ça pour le cancer, mais en petite dose, mais ils donnent ça aux gens qui ont le cancer. » Puis là, j'étais comme « Ouais. » Puis tu sais, mon diagnostic a tombé comme 2 ans après, fait qu'à 18 ans. Mais tu sais, moi, dans ma tête, c'était... OK, maintenant, c'est contrôlé. Un peu comme toi, tu disais, ça n'existe plus vraiment. Juste quand tu as une crise, que maintenant, ça te rappelle que ça existe. Là, mais c'est ça. Ça va bien jusqu'à ce que ça aille moins bien. Mais c'est possible aussi, tu sais, je veux pas décourager les gens qui écoutent, là. Je connais aussi des gens qui ont eu de la stabilité pendant 15-20 ans là, entre leur période de Crohn ou de colite, tu sais, ça se peut. Puis, tu sais, Sophie, on en parlait tantôt, parce que là, aujourd'hui, toutes les deux, vous êtes stomisées, donc clairement, il y a eu des rechutes qui vous ont emmené là dans votre parcours. Mais on disait... puis, tu sais, Sophie, c'est pas faux, là, tu dis, je crois que tu n'as plus vraiment la colite ulcéreuse parce que tu n'as plus de côlon. Si je me trompe pas, il y avait justement une médecin qui était venue sur le balado puis qui avait expliqué qu'on ne guérit pas de la maladie de Crohn. La colite ulcéreuse, on peut en guérir parce que quand on n'a plus de côlon, la colite se limite au côlon. Donc, c'est possible. Fait que, tu sais, il y a aussi moyen d'avoir une stabilité. On touche tous du bois en ce moment. Là. On veut pas... tout le monde a touché la table. Fait que, dans le fond, c'est ça, c'est que vous avez... Toutes les deux commencé quand même assez jeune, votre parcours. Tu sais, je pense que 20 ans, c'est comme la norme. Toi, 16, 17 à l'époque, il me semble que c'était même déjà jeune un peu, là, parce qu'on parlait plus de la vingtaine. On n'en parle pas, mais à partir de quand vous avez commencé justement à... Ouais, toi, on va finir peut-être par toi, Sophie, parce que je connais la réponse. À partir de quand est-ce que tu as commencé, toi, à en parler, Kim, dans ton entourage? Est-ce que tu en parles ouvertement en ce moment à tout le monde ou c'est juste à des groupes restreints? Comment ça s'est joué dans ton cas? Le fait d'en parler ou pas? En fait, je pense que j'en ai parlé quand même. À mes amis proches. Là, j'ai pas... c'est ça, je sais pas. Quand je l'ai su, c'est comme j'avais commencé à en parler. Même chose quand j'ai eu ma stomie. J'ai comme essayé de trouver un projet porteur pour... Pas pour m'exposer, mais essayer de faire une différence pour les gens qui vivaient la même chose que moi. Fait que... C'est de trouver, en fait, donner un sens à des choses, des fois, qui n'en ont pas. Tu sais, quand on est malade, on n'est pas supposé être malade. Pas à ces âges-là, en tout cas. Puis pas de cette intensité-là. Un peu. Parce que là, c'est à ce moment-là que tu as parti ton projet, je pense, de maillot de bain. C'est ça dont tu parles? Exact. Où tu avais des maillots qui étaient spécifiques pour les personnes qui ont des stomies? Oui, en fait, c'est ça. Un maillot de bain qui allait peut-être aider les femmes à se sentir bien malgré leur stomie. Parce que comment ça s'est passé dans mon cas, ça faisait quelques mois que j'avais ma stomie. J'ai eu mon opération en janvier. Au printemps, tu essaies de reprendre une vie normale. Puis j'étais allée magasiner un maillot de bain pour faire mon été normal, comme d'habitude. Puis je me rappelle d'avoir pleuré dans une cabine au centre d'achat, puis me dire comme... Calique, là, c'est de ça que j'ai l'air maintenant, tu sais. Puis je sais, c'est peut-être terrible dit comme ça, puis il y a de l'espoir tout le monde. Ben oui, mais il faut pas oublier que les premiers mois sont difficiles là, après ces chirurgies-là. Tu sais, oui, tu as un sac, mais en plus de ça, souvent, je sais pas pour toi, mais moi, mon corps était déformé, là, dans le sens où, avec la prednisone, j'étais gonflée, mais maigrichonne, mais toute bizarre. Ça se replace, là. Puis oui, tu sais, s'accepter avec ses cicatrices, parce qu'il n'y a pas juste le sac aussi, il y a souvent toutes les cicatrices qui viennent avec et tout le pourum-pum-pum, là. Mais tout ça, il y en a pour qui ça prend 2 jours, ils sont flambettes puis ils sont parfaits, puis il y en a pour qui ça peut prendre des années ou des mois. Fait que t'es arrivé avec cette idée-là pour pouvoir justement transformer tout ton parcours puis toutes les épreuves que tu as traversées en quelque chose qui avait du sens puis pouvoir, dans le fond, redonner. Puis toi, être plus confortable aussi. Puis... Oui.
Au départ, je le faisais pour moi. J'essayais de me trouver quelqu'un qui allait me faire un maillot de bain sur mesure, qui allait pouvoir cacher mon sac. Alors, tu sais, la bonne hauteur, le sac qui ne sorte pas par en bas du maillot, tu sais, une pochette pour le placer dedans. Puis, en fait, c'est comme ça que quand j'ai lancé mon projet, en fait, je travaille en marketing. Fait que, tu sais, c'est un peu normal pour moi de faire un projet comme ça. J'ai essayé de trouver des gens pour appuyer mon projet. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Sophie, Saraline, qu'il y a eu la fondation digestive et tout. Est-ce que les maillots sont encore disponibles? Oui. C'est quoi le nom si les gens les cherchent? En fait, c'est sur la boutique de Other Bikini, qui est une boutique de maillots à Québec. Donc, c'est ça, on peut aussi aller les essayer sur place. Puis ils sont aussi disponibles chez ProAstis, un magasin de matériel de stomie qui est à Québec. OK. Ben c'est parfait. Fait que si les gens nous écoutent, qui sont de passage ou qui sont à Québec, parce qu'il y a des gens un peu partout à travers la province qui nous écoutent, ben sachez que ça, c'est disponible. Donc, c'est le meilleur maillot. Le meilleur maillot. Ben là, donc, je vais aller l'essayer pendant que je suis ici. Mais c'est vrai que c'est tellement important d'avoir des vêtements adaptés, tu sais, qui nous font comme... Moi, pour vrai, là, je suis, genre, fan numéro 1 des... J'ai eu une discussion avec un gars qui est stomisé récemment, puis lui, il me disait, hey, moi, je portais même pas de bobette avant, tu sais, je suis, genre, super commando, relax, tout ça. Puis je disais, hey, moi, tu comprends pas, là, genre, moi, j'aime ça avoir une culotte taille haute depuis que j'ai mon sac, parce que j'haïs sentir quelque chose qui ballotte dans mon pantalon. J'aime ça comme que ce soit bien, tout correct, toute tenue. Puis j'avais une amie qui me faisait des bobettes sur mesure, mais là, elle est nouvellement maman, fait qu'elle a plus le temps de me coudre des bobettes. Puis j'ai trouvé genre un modèle taille haute, je pense que c'est comme American Eagle ou quelque chose, et j'en ai acheté genre 20 paires. J'étais comme... Puis je passe la bonne nouvelle, là. Je suis comme, guys, voici le modèle, allez l'acheter, il est en coton, il est taille haute, tout rentre dedans, c'est malade. Mais tu sais, ça nous prend, c'est niaiseux, mais c'est des petites victoires, tu sais. Mon premier maillot taille haute, j'étais comme, je suis en bikini, puis il n'y a rien qui ballotte. C'est vraiment cool. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, justement, tu as été capable d'en parler, puis tu sais, tu disais, j'en ai parlé aux gens proches de moi facilement. Je pense que ça, c'est un message aussi qui revient... que des fois, tu sais, quand on se dit « je peux pas en parler », ben c'est de commencer par des gens de qui on est proche puis en confiance. Ce qui m'amène à toi, Sophie. Pour toi, ça a été plus difficile de parler de cette maladie-là. Très, très, très difficile. Même avec les gens qui étaient proches de toi, je crois. Oui, même avec ma famille élargie, mes meilleurs amis, ça a été vraiment, vraiment difficile. J'en ai pas parlé, en fait, avant que ça devienne comme... essentiel, là, parce que je pense que les gens, ils réalisaient que j'allais pas bien. Mais je me souviens que le soir avant qu'on m'opère pour ma stomie, il était comme minuit, puis j'ai appelé ma meilleure amie pour lui annoncer que j'allais avoir une stomie. OK, on va peut-être juste faire... Ouais, mais à chaque fois que tu me l'expliques, j'ai la même réaction. T'as été malade combien de temps avant d'avoir ta stomie? On parle pas de 2 semaines. 8 mois. OK. C'était pendant la COVID. OK. Fait que pendant 8 mois, t'as été malade, mais t'as eu ton diagnostic avant ça? Oui, 7 ans auparavant. Parce que là, je disais, sinon, t'as 22 ans, puis je t'ai vraiment vieilli tantôt quand j'ai parlé de nos âges. Fait que, tu sais, pendant 7 ans... Pendant 7 ans, ça a quand même bien été. Mais personne ne le savait. Personne. Parce que, comme tu l'as dit, t'allais bien, c'était pas nécessaire et tout ça. Exact. Mais 8 mois très malade. Oui, mais c'était la COVID, hein? Ouais. Donc, personne sortait de chez eux. C'est vrai. Il se passait rien. Donc, j'ai comme pu me cacher pendant tout le temps où j'ai été vraiment malade puis où ma condition se détériorait de semaine en semaine. Donc, j'ai pas vraiment... senti le besoin d'en parler parce que personne me voyait. Donc, ça a été vraiment juste quand la vie a commencé à reprendre, puis que là, moi, on était rendu à l'été, au mois d'août, puis là, les gens, peut-être se posaient un peu plus de questions. Pourquoi je suis pas là? Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est vraiment à la dernière seconde que j'ai commencé à en parler. Mais c'est vrai que l'isolation qu'on a eue ou l'isolement qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Moi, souvent, mes patrons disaient comment finalement t'es chanceuse. Ben, pas un patron, ma famille était comme t'es chanceuse qu'il y a eu le confinement, t'as pu travailler de la maison. Ça paraissait moins que t'étais malade, mais j'avais ma propre salle de bain, puis c'était plus facile. Là. Mais il y a aussi l'aspect de on se voyait pas. Récemment, je préparais une présentation PowerPoint, puis il y avait comme toutes des vieilles photos de moi pendant mon parcours médical, puis j'étais chez mes parents, puis ma mère a dit c'est qui ça?
Puis là, ben, ça, c'est moi. Mais c'était moi pendant la pandémie, sous 40 mg de prednisone depuis je sais pas combien de temps. Et mon visage ne se ressemblait pas. Moi, pour vrai, la prednisone, j'en ai pris souvent et beaucoup dans ma vie, puis j'ai jamais eu la même réaction. Là. Des fois, je gonfle. OK. Moi des fois, plus. tu gonfles, là, t'es toute pareille. Je sais. Mais cette fois-là, là, je te jure, genre, même quand je me prenais en photo, j'ai pas cadré mon visage complet pendant à peu près 1 an de temps. Parce que j'étais comme, il y en a trop. Il y a trop de cette face-là. D'un ballon. Prendre un ballon, gonflé c'est comme un pas ballon. comme j'ai pris 30 livres, j'ai genre un double menton, quelque chose. Là, c'est comme. J'avais J'ai l'air jamais d'un eu homme. cet effet-là. Ah, pour vrai? Ouais, non. moi, ça m'a jamais rien fait. Et parce que toi, en plus, t'es vraiment très fine. Fait que si t'avais gonflé, ça aurait été T'aurais disproportionné. pas le choix de le dire à ce moment-là. Tout le monde aurait fait comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que T'es piqué par beaucoup d'abeilles. Ah non, mais c'est ça, mais c'est comme si ce moment-là de nos vies à tous a comme fait qu'on n'a pas vu passer bien des choses. Exact. Puis là, après ça, donc, t'as pas eu le choix. Ben, t'as pas eu le choix. T'as décidé d'appeler ta meilleure amie la veille de ta chirurgie pour lui dire quoi? Genre, je suis malade ou je vais avoir une opération? Les deux? Pour lui dire... je pense qu'à ce moment-là, elle savait que j'avais quelque chose, qu'elle savait que j'étais malade, j'étais à l'hôpital. Mais pour lui annoncer, dans le fond, que j'allais avoir une stomie. Puis moi, je pensais que cette conversation-là, ça allait être comme... Je lui ai dit ça, puis après, j'ai plus d'amis. OK. Oui, t'avais beaucoup de craintes par rapport à la stomie. J'avais tellement de craintes par rapport à savoir si les gens allaient encore m'aimer après. Ouais. C'est bizarre à dire, là, mais j'avais tellement peur du jugement des autres, de comment j'allais être perçue, tu sais, avec cette différence-là et tout ça. Ça m'angoissait, là, je veux dire, épouvantablement. Mais finalement, ça a bien été. Ben non, mais c'est vrai. On est encore amis aujourd'hui. Vous êtes encore amis aujourd'hui. devenus amis à cause de notre story. Ouais! Non, mais pour vrai, c'est une crainte qui revient tellement souvent. C'est comme si on a peur que le fait d'avoir un intestin en moins, un sac en plus, ça nous enlève quelque chose dans notre valeur. Moi, je pense que c'est un des premiers trucs, même avant ma stomie, c'est le fait d'avoir une maladie inflammatoire de l'intestin qui n'était pas contrôlée. Dans ma tête de jeune vingtenaire, ça m'enlevait quelque chose. Ah ouais. Tu sais, j'en parlais à ma première psy à l'époque, là, puis j'étais comme... Ben, tu sais, mettons, j'avais de la misère à m'imaginer avoir un chum ou une blonde, puis j'étais comme... Ben là, c'est comme j'ai l'impression de leur vendre un char qui a des défauts. Puis qui va crasher en cours de route. Ouais. Tu sais pas si tu vas te rendre à Québec ou si le muffler va débarquer. Tu sais, ben t'es là. Mais tout le monde est comme ça. Tu sais, toi, c'est ça. Mais tu sais pas si ton chum ou ta blonde va, genre, à un moment donné, se claquer une dépression majeure. Puis ou tu sais pas s'ils vont avoir un cancer ou tu sais pas s'ils vont avoir une autre maladie. Mais quand t'aimes quelqu'un, t'aimes quelqu'un. Puis tu sais, c'est rare aussi qu'on se dit, genre... J'ai beaucoup, beaucoup aimé cet exercice-là récemment. C'était « Décris-moi ta meilleure amie » ou « Décris-moi, genre, ta mère ou ton père ou peu importe, puis dis-moi ce que t'aimes d'eux. » Tu vas jamais dire « J'aime qu'elle ait une taille fine et un ventre plat. » C'est Tu vas clair. dire « Elle me fait tellement rire, il est tellement bon pour m'écouter. Tu sais, il m'emmène tout le temps dans des aventures qui n'ont pas de bon sens. » Puis tu sais, mais c'est tellement normal parce que comme nous, notre corps, on le voit tout nu tous les jours. Puis on se dit comme, ben c'est comme si dans notre tête, les gens le voyaient tout nu tous les jours. Mais tu sais, si tu imagines ton chum qui revient de ta coup puis il y a une grosse cicatrice, tu vas-tu moins l'aimer? Non. Souvent, c'est comme l'espèce de doute de se dire, est-ce que lui, il est gêné de sa cicatrice? Comment lui, il se voit là-dedans? Puis là, des fois, il y a des malaises qui rentrent dans tout ça, là, mais comme... Mais c'est pour dire que c'est très, très valide comment tu t'es sentie. Ouais. Je suis contente que tu puisses aujourd'hui, tu sais, en parler aussi ouvertement. J'ai fait beaucoup de chemin. Ben oui! Parce que, honnêtement, moi, quand ils m'ont dit que la seule solution pour me sauver, c'était une stomie, Ouais. là, moi, dans ma tête, ma vie était finie, là. Mhm. Tu sais, puis j'ai honnêtement pensé beaucoup, beaucoup au suicide. Ouais. Tu sais, moi, c'était pas envisageable que ça m'arrive. C'était pas envisageable de vivre avec ça, de vivre comme ça. C'était très dramatique à ce moment-là dans ma tête. Ce qui est important aussi de rappeler aux gens, puis ça, on en a parlé avec Kim, la psychologue, sur le balado, il y a beaucoup de liens entre l'intestin et le cerveau. Puis il faut pas minimiser non plus l'impact psychologique de cette maladie-là sur notre santé mentale. Ouais. Puis ce que tu disais en plus, c'est qu'il y avait une espèce de blocage total dans ta tête, ça ne se pouvait pas vivre avec un sac. Tu as eu, une discussion à un moment donné qui était comme un élément déclencheur qui a fait que tu as fait « OK, ben je vais l'essayer. » Puis tu sais, Ouais. au pire, je serais très malheureuse, mais je vais l'essayer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis ça a donné quelque chose de très positif.
Tout à fait. Mon Dieu, des fois, je repense à ça puis j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis, tu sais, si je m'étais enlevé la vie comme je voulais le faire à ce moment-là, je veux dire, j'aurais passé à côté d'une vie absolument extraordinaire, là. Ouais. Tu sais, où je suis aujourd'hui, tout ça, tu sais, j'ai jamais été aussi heureuse, j'ai 2 belles filles, tu sais, je veux dire, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé, là. Fait que quand je repense à ça, ça me donne des frissons, là. C'est sûr, c'est comme si c'était une autre personne. Puis je pense que c'est important aussi qu'on partage des histoires plus difficiles comme ça parce que il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui passent un bout très difficile, mais c'est bon qu'on puisse, tu sais, en parler, des idées plus, plus noires, mettons que, moi aussi, j'en ai eu quand ça allait vraiment pas bien. Puis c'est ça, l'important, c'est d'être bien entouré aussi de gens qui sont là pour te soutenir, des fois pour te brasser la cage, pour t'écouter. Puis dans mon cas, mon chum qui m'écoute, me faire de la soupe. On blague parce qu'on dit que sa soupe m'a ramené à la vie, là. Mais ouais, fait que tu sais, je trouve ça important qu'on en jase. Puis justement, après ta stomie, t'as pu retrouver une santé qui t'a permis aussi d'avoir ta famille aujourd'hui, tes enfants. Exact. Donc, t'as eu 2 grossesses, toi, comme stomisées. Ouais. Je vais faire une pause là-dessus. On va aller du côté de Kim. Kim, toi, si je me trompe pas, ta stomie est arrivée après une grossesse. Est-ce que je me trompe? Oui. OK. Dans ton cas, donc, quand tu as eu ton premier enfant, avant de commencer à être enceinte, tu étais quand même stable. Est-ce que c'est ça? Exact. J'avais des petites rechutes de temps en temps. Elles étaient peut-être un peu plus fréquentes. Peut-être que je chantais, que ça allait peut-être un petit peu moins bien, mais tu sais, c'était quand même très bien contrôlé là, avec Humira que je prenais depuis plusieurs années. Et c'est ça, je suis tombée enceinte. C'est rare, j'en parle de ça. J'ai fait une fausse couche, mais je suis retombée tout de suite enceinte là, comme 2 mois après. Puis dès le départ, là, j'avais des maux de ventre, là, c'était incroyable. Là. Au début, je me disais, c'est parce que je suis enceinte. C'est ça, être enceinte. Ouais. J'ai un bébé qui pousse. Mon ventre. Des pincements où il s'accroche. C'est ça, puis il me pince. Puis je mettais ça sur la faute du bébé, de la grossesse. Finalement, je me réveillais la nuit, tout trempe. Il fallait que je mette une serviette dans mon lit pour me recoucher dessus, parce que mon lit était trempé à la verte. J'avais mal au ventre, là, des coups de poignard, là, littéralement dans l'abdomen. Là, à un moment donné, je me suis dit... C'est pas normal. C'est peut-être pas normal. Non, c'est ça. T'sais, on se connaît, là, à un moment donné. Ça n'a pas pris si longtemps que ça non plus, parce que c'était vraiment invivable. Puis que là, à cette époque-là, je ne sais pas si j'avais déjà changé de gastro-entérologue parce que, en fait, moi, je suis originaire de Trois-Rivières. Puis ça fait longtemps que je suis à Québec. Puis mon gastro-entérologue était encore là-bas parce que, tu sais, ma maladie était quand même contrôlée. Puis là, à un certain moment, là, j'étais à Québec, je travaillais. Je pense que c'est à ce moment-là, peut-être que j'ai changé de gastro-entérologue. Que je suis allée le voir. Puis là, je suis comme dit, là, je suis enceinte, mais tu sais, ça va pas. Mais tu sais, quand tu es enceinte, tu sais, il essaie de... Les études sont pas toujours super avancées, ça. Donc là, on essaie de garder ça le plus relax possible. Puis on parlait pas de chirurgie à ce moment-là parce que c'était pas vraiment une option. Ça serait la dernière option. J'ai été suivie en grossesse à risque à ce moment-là. Là, on a changé mes médicaments, tu sais. Là, j'ai vécu ma première perfusion enceinte. En fait, je suis passée à Stellara. Puis là, c'était à la clinique de perfusion, je me rappelle encore du Ménil. Je me suis assise dans le Lazy Boy, là, ils te branchent tout, puis je pleurais. J'étais avec ma petite bédaine, puis là, je pleurais, je me faisais injecter du médicament, puis là, je pensais juste au bébé, puis je me disais, oh mon Dieu, je me fais injecter du médicament, mon bébé, lui. Puis ça, c'est un bon moment. Ensuite de ça, ben, ça fonctionnait pas. Puis là, on m'a mis ça sur la cortisone, la prednisone. Ah ouais. Enceinte. Puis en fait, j'ai pris la prednisone presque toute ma grossesse, puis je pétais littéralement le feu. Oui, c'est ça. J'adorais ça. Puis cette fois-là, j'ai pas été enflée, j'étais juste enceinte, mais j'avais une toute petite bédaine, puis tu sais, je filais pas, puis fait que je prenais pas de poids ben. Mais je pétais le feu, fait que j'avais pas les symptômes de fatigue, la grossesse. Puis c'était en COVID aussi, là, à ce moment-là. Donc, j'étais à la maison, tu sais, j'avais pas la fatigue d'aller au bureau. Je prenais mes marches le midi avec mon chien, tu sais, un rythme de vie qui a l'air quand même simple, mais j'étais quand même tout le temps à l'hôpital parce que j'avais une grossesse à risque, puis là, j'étais suivie de près. J'allais voir souvent le gastro. Puis là, c'est ça, je changeais à Remicade parce que ça s'améliorait pas, ma condition. Puis finalement, ben là, je suis arrivée au bout de ma grossesse. En fait, j'ai arrêté de travailler le vendredi
à 35 semaines. Puis j'ai accouché le dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche. Ah ouais, OK. Un peu prématuré, mais le bébé pleine forme. Puis là, j'avais espoir que ma maladie se tempère. Là. Parce que, puis là, c'est pas scientifique, ce que je vous dis. Là, j'avais entendu dire que comme 1 personne sur 3 qui a une grossesse, leur maladie inflammatoire s'active. Fait que là, je me disais, OK. Pendant la grossesse? Oui, à cause du changement hormonal, de tout le changement que ça apporte dans le corps. Donc, à ce moment-là, quand j'ai accouché, je me suis dit, il est sorti, peut-être que ma maladie va retomber en dormance. Finalement, non. Fait que ça a été assez intense après aussi. Puis là, j'avais un bébé que j'allaitais, puis je voulais donc bien allaiter. Mais finalement, quand il y a eu 6 mois, j'ai dû me faire retirer 40 cm d'intestin. Fait que c'était plus au niveau du sécom, là, du côté la jonction petit intestin, gros intestin. OK. Fait que ça, c'était ma première chirurgie d'une série de chirurgies. C'est ça, parce que ça, c'était une résection, mais c'était pas une stomie. Non, exact. Puis là, peut-être juste pour, si jamais on dit qu'on n'est pas des médecins ou quoi que ce soit pour les chiffres, là, le prochain épisode, je sais pas dans quel ordre je vais les diffuser, mais sachez qu'il va en avoir un avec 2 médecins, une fertologue puis une obstétricienne qui vont nous parler justement des risques ou en fait des risques ou des non-risques pendant les grossesses, la fertilité, tout ça. Là. Fait que, inquiète-toi pas, on va en parler de façon scientifique. C'est bon. Fait que là, après ça, donc, tu as eu une suite de chirurgie parce que ça se stabilisait pas, ton truc. Non, exactement. Puis souvent, là, je lis sur les groupes de soutien, les groupes Facebook, les gens ont si peur de la chirurgie, là. Mais moi, ça a été le début de ma nouvelle vie. Là. C'est ça. J'étais comme flambant neuve. Ils ont continué la médication, les perfusions. Je continuais avec Remicade, mais j'avais comme plus de symptômes. Tu sais, un peu comme, je sais pas si on l'a déjà dit ou on va bientôt le dire, mais t'avais plus de côlon, ça s'est réglé, la colite. Mais moi, c'est comme, on m'a enlevé mon bout d'intestin malade. Apparemment, il était tout percé. C'était comme, on était rendu là. Puis j'avais si peur de me faire opérer parce que j'avais un petit bébé neuf, mais sérieusement, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire à ce moment-là. Ben oui. Puis c'est ça, c'était en avril, si je me trompe pas. Puis à l'automne, j'ai commencé à avoir des symptômes là, du genre du sang dans les selles, là, le symptôme des gens qui ont la maladie de Crohn. C'est pas étranger d'avoir du sang dans ces selles là, quand ça fait longtemps que tu as la maladie de Crohn. Mais là, c'était comme de plus en plus. Puis là, à ce moment-là, j'ai comme fait, OK, là, ce n'est plus normal, mais j'avais pas trop de douleur. J'ai contacté l'infirmière pivot. J'ai dit, je sais que j'ai une coloscopie qui est prévue bientôt, mais est-ce qu'on peut la devancer parce qu'il y a quelque chose de louche? Puis dès le début de la coloscopie, on a vu un polype. Moi, j'avais jamais entendu parler vraiment de ça, les polypes, à ce moment-là. Là. J'étais rendue à 33 ans, fait que ça faisait déjà comme 15 ans que j'avais la maladie de Crohn. J'avais un polype. Puis là, il était quand même proche du rectum. Fait que mon gastro, il me dit, tu sais, je prendrai pas de chance pour te l'enlever. Puis, tu sais, il aurait pu avoir un risque de peut-être me rendre incontinente vu que c'était assez proche comme ça. Il dit, je vais t'envoyer voir un chirurgien qui fait ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Super. Fait que là, j'ai été transférée en chirurgie colorectale. Puis il me dit, les deux, il y avait le même constat. C'est un beau petit polype niaiseux. Un beau petit polype niaiseux. Ah, OK, d'accord. Parce qu'il semblait souple. Et tous les détails du polype niaiseux, là, je les connais pas tous. Donc, c'est ça. Et on m'enlève le polype en une chirurgie d'un jour. Genre, tu ressors sur l'heure du dîner. C'est vraiment super rapide. Puis, c'est ça. Là, après ça, j'allais pour ma perfusion. Puis c'est là que j'ai reçu un appel. Je me rappelle encore. J'étais assise à une chaise spécifique au centre de perfusion. Je reçois un appel, t'es pas supposé de répondre, mais c'était le soir, il y avait personne, je réponds, puis il me dit « Allô, Kim, c'est Dr. Rouleau. » Je pensais qu'il voulait juste prendre des nouvelles de ma chirurgie d'un jour. Il est donc bien smart! Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, il me dit « Écoute, je suis tombée en bas de ma chaise, le pathologiste vient de recevoir son rapport, on a trouvé du cancer dans ton polype. » Puis là, il dit « C'était un lundi soir d'hiver, qu'il faisait noir dehors, là, puis il était comme 6 heures. Puis là, il dit, mercredi, tu viens à l'hôpital, on te passe un taco, une résonance magnétique, toute la batterie de test, puis on va voir qu'est-ce qui se passe après. Puis on raccroche. Là, j'étais pluguée à mon soluté, puis mon Remicade, puis j'étais pognée là, puis j'étais toute seule. Puis là, je me rappelle, je suis partie à pleurer. L'infirmière, elle vient me voir, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Puis j'y compte ça, puis on était tous les deux, genre...
flabbergastés. On était, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il fallait que je retourne à la maison, voir mon chum puis mon bébé, je me rappelle, il était assis à la table, il faisait manger, puis il fallait que je dise écoute, j'ai le cancer, mais je sais pas quoi te dire d'autre. Ben non, c'est ça. J'ai le cancer. Ton polype était pas si niaiseux que ça. Il était vraiment pas niaiseux. Puis à partir de là, ça a été des traitements que tu as suivis? Tu as eu d'autres opérations? C'était super rapide, là. En fait, on était au début décembre, passé les examens la semaine d'après. En fait, j'ai même pas attendu. J'ai appelé. Tu sais, quand tu deviens bon là, avec le système, j'ai appelé, j'ai trouvé la secrétaire des chirurgiens. Là, j'ai dit, écoute, ça fait une semaine, j'attends. Je vais faire une dépression. Donnez-moi des réponses. Tu sais, je suis allée voir sur Internet. Tu sais, c'est comment guérir un cancer colorectal. Puis là, c'est là que j'ai vu les stomies. OK, ça existe. Une stomie, c'est quoi? C'est ça. Ça pouvait être une avenue, mais tu sais, je me disais, c'est sûrement pas ça, tu sais. Mm-hmm. Puis finalement, j'ai su, en fait, mon cancer était vraiment un stade précoce. Okay. Il était vraiment proche du rectum. Fait que moi, c'était... J'aime pas ça non plus dire ce mot-là, mais c'était un cancer du rectum. Okay. Puis la solution, c'était de tout enlever la fin de mon système digestif, mettre une colostomie dans mon cas. Puis j'avais pas besoin de chimio puis de radio et tout ça. Okay. À ce moment-là, ils m'ont dit, on va t'enlever tout ça, mais ça se pourrait que quand on a retiré le polype, on ait déjà tout enlevé le cancer. Fait que là, je me disais, OK, fait que je vais peut-être avoir une stomie, mais j'ai déjà plus de cancer. C'est ça. Mais là, tu fais confiance. Tu sais, le meilleur conseil que je peux dire, c'est quand tu as un diagnostic de cancer, il faut que tu fasses confiance à ton équipe médicale, puis tu te laisses porter par tout ce qui va arriver. Puis le 12 janvier 2022, on a tout retiré, puis on m'a fermé. Là, j'ai un Barbie butt, comme vous ici présente. Moi, je l'ai pas encore. Ah, OK! Non. J'étais trop maganée pour l'avoir à l'époque, mais ça s'en vient dans quelques années. Okay. On me laisse un petit break. C'est correct. Vis avec tes derniers moments. On est bien excités. Fait que c'est ça, on l'a fermé, puis j'ai eu une mastomie à ce moment-là. Puis, bonne nouvelle, si on peut dire, j'ai appris qu'il restait du cancer, finalement, dans le bout d'intestin qu'ils ont enlevé. Fait que pour le reste de ma vie, c'était la meilleure chose à faire, c'était ça. Puis on l'a fait, puis j'ai fait confiance, puis j'ai bien fait. Là. Oui, sinon, ça aurait été comme vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de ta tête tout le temps. Tu sais pas s'il en reste. Puis comme tu le dis, tu vis bien avec ta stomie aussi. Oui, tu sais, c'est pas toujours facile, tu sais. On s'entend qu'on préférait ne jamais avoir été malade. Non, c'est ça. Mais on va se dire aussi, tu sais, j'ai eu depuis ce temps-là, genre 3 autres chirurgies pour ma stomie, là, elle a changé de nom une couple de fois parce que c'est plus la même personne, c'est plus la même stomie. Ça va s'appeler Lynn la Poffine. Ouais, c'est ça, là, ça s'en vient, là. Fait que, mais oui, c'est ça. Mais somme toute, j'ai eu une stomie. Ça a été super long à guérir, mon baby butt. Mon Barbie butt, il était très long à guérir. Fait que c'est là, moi, j'ai eu mon plus gros down de côté santé mentale, je dirais. Là, j'ai commencé à consulter pour m'aider à accepter le fait que ça allait pas aussi vite, ma guérison, que je le pensais. Mais ça, c'est intéressant aussi parce qu'on pense pas... on pense pas souvent aux à côté. Tu sais, on va penser comme à la stomie, aux chirurgies, aux traitements, mais tu sais, comme une plaie. Une plaie qui ne guérit pas. C'est vraiment pénible, tu sais. Pour vrai, moi, dans une autre vie, j'ai travaillé dans un hôpital, puis je me souviens, c'est une de mes premières entrevues que j'avais fait, c'était avec une jeune femme accidentée de la route, mais genre grave, OK? Puis elle a vu, je pense, 8 chirurgies, elle avait pratiquement été sciée en deux par la ceinture de sécurité, puis quand elle m'en parlait, elle m'avait dit, le pire, ça n'a même pas été les chirurgies, ça n'a même pas été l'accident, me faire reconstruire un pied, une jambe, un abdomen. Elle dit, c'est parce que ma plaie d'abdomen a pris 1 an et demi à fermer. C'est ça. Fait qu'elle avait eu genre un vac médical pendant 1 an, puis là, c'était comme pas de douche, pas de ci, pas de ça, pendant une période incroyable. Puis moi, pour vrai, quand tu dis ça, ça me fait tout de suite penser à elle, puis ça me fait tout de suite penser à comme... Moi aussi, je pense que le pire de ma deuxième chirurgie... Ma première, j'ai eu une colostomie. Après ça, on a dû opérer pour enlever tout le reste du côlon, iléostomie. Et le pire, ça a été de guérir ma plaie. Ouais. Moi, le vac, là, genre, aujourd'hui, tu ne peux pas dire ce mot-là sans que j'ai un petit traumatisme. C'est clairement. Puis justement, les rendez-vous de suivi au CLSC, puis l'espèce de désespoir des fois qui arrive. Mais tu sais, on en guérit, c'est juste que c'est pas facile.
Ah non, c'est ça. T'sais, on a fini ça avec une bouteille de champagne, là. Quand on a su, là, on s'est dit... on a passé à travers. Je dis « on » parce que, heureusement, j'avais mon conjoint pour m'aider à passer à travers tout ça. Mais en fait, toute ma famille, là, mais mon conjoint au quotidien, il m'a même soigné à un certain point parce que on en était rendu là, le service à domicile, ils ne pouvaient plus venir. J'étais rendue amie avec les infirmières. Elles venaient 2 fois par jour. Tu n'as plus de vie, tu es pognée à la maison à cause de ta plaie. Puis c'est ça. C'est niaiseux. Ah ouais, c'est fou. C'est incroyable. Puis tu sais, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, qui est particulier avec des maladies chroniques où, tu sais, où on peut être appelé à avoir des interventions et tout. Moi aussi, mon chum, dans nos premiers temps, il est devenu infirmier beaucoup trop tôt dans notre couple. Là. Comme, heureusement, il n'a pas eu le temps de me faire des soins avec mes chirurgies récentes, mais mes premiers abcès, parce que moi, je faisais beaucoup d'abcès dans mes premières années. Puis j'avais genre des mèches qu'il fallait irriguer. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est laissé. C'était comme, il faut que tu viennes ici 2 fois par jour. Puis j'étais là, non, mais tu sais, j'étais pas capable. Mes abcès étaient périanaux. J'étais pas capable de pogner l'ongle. Puis elle disait, bon, chérie, serais-tu à l'aise, toi, de m'irriguer? Penche-toi, puis c'est ça. Ouais, je sais. Non, c'est pas... Vous êtes bonnes, les filles, parce que... Tu serais pas capable, non, moi, Dieu merci que j'ai pas eu à demander d'aide à mon conjoint, là. J'aurais jamais pu. Non, mais tu te viens en mode survie. Jamais. Non, je comprends. Même les infirmières voulaient pas que ça n'en vienne là. Ils se battaient pour pouvoir continuer à venir chez nous 2 fois par jour pour me... J'avais la même âge que mes infirmières. Mais je comprends ton blocage, pour vrai. Parce que, tu sais, même nous, du côté de la stomie, tu sais, Nick puis moi, le sac, il n'y a pas de problème et tout. Nick, c'est mon chum. Mais moi, tu vois, l'espèce de... J'ai demandé, j'étais comme, est-ce que tu veux voir ma stomie, tu sais, le bout de l'intestin? Puis il était comme, toi, tu y tiens-tu? Puis j'ai dit non. Mais tu sais, si à un moment donné, je deviens tellement malade que on n'a pas le choix que tu m'aides à faire un changement ou quelque chose, mais je suis comme, tant qu'on n'est pas vraiment rendu là, j'aimerais ça qu'on se garde, genre, un petit jardin secret. Parce que sinon, c'est que ton corps devient médicalisé. Puis ça, c'est un élément qui est intéressant là, en psychologie. Puis moi, j'ai vu une sexologue longtemps après ma maladie parce que, tu sais, avant même ma stomie, j'ai été hospitalisée puis j'ai eu beaucoup de problèmes de santé comme en 2017. Puis il y a eu comme une espèce de blocage dans mon cerveau à un moment donné où quand même ma vision de moi et de mon corps, tu sais, c'était rendu... Tout le monde me voit tout nu, c'est pas grave parce qu'il y a tellement de médecins qui m'ont vu tout nu parce que genre, je suis dans un hôpital universitaire en plus. Même chose. Je voulais avoir vu genre 3 résidents, puis ma chirurgienne était comme, est-ce qu'on peut lui montrer ton anus? Parce que t'as vraiment un anus de Crohn, parce que j'étais toute éclatée de partout, tu sais. Puis elle dit, je veux que s'il voit quelqu'un rentrer dans l'hôpital, avec ça, il pense tout de suite à Crohn. Puis j'étais là. Puis les 3 petites résidents sont rentrées, puis mais pour vrai, ils m'ont toujours demandé si c'était correct. Puis je leur ai dit oui. Pour la science. C'est ça, tu sais. Je suis tellement généreuse. Mais quand ils sont rentrés dans la salle, je me souviens, ils étaient tellement toutes gênées, puis ils ont dit on touchera pas, on va juste regarder, tu sais. Est-ce que c'est correct? Puis j'ai regardé, j'ai dit les filles, vous êtes numéro 25, 26, 27 cette semaine. C'est ça. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, il faut comme essayer de compartimenter parce qu'il peut arriver justement une médicalisation du corps ou. Après ça, c'est comme pas évident aussi pour le partenaire ou même pour soi de comme se voir d'une façon, tu sais, sexuelle, charnelle ou peu importe, qui est comme différente du médical. Fait que je te comprends dans ton hésitation, là. Il y a zéro problème là-dessus. On espère pas se rendre là. Non. OK, donc après ça, ton cancer est en rémission en ce moment? Oui. Qu'on a enlevé aussi tout le bout méchant? Oui. Tu regrettes pas cette décision-là? Non. Mais tu as eu des complications après parce que là, au moins, tu le sais, c'est réglé. Exact. Là. Puis je continue à suivre le flow de l'équipe médicale. Là. Donc, j'ai mes examens à toutes les années. Puis en principe, tout va bien. Tu as tout le temps un petit doute. Là. À chaque fois que tu as ton TACO annuel, tu es comme, OK, est-ce qu'il va être correct à 100%? Mais on dirait quand même que j'ai décidé de... Moi, je joue beaucoup la carte probablement du déni. Là. OK. C'est du passé, ça ne reviendra plus. Je focus sur le futur, puis j'essaie de pas trop regarder le passé, là, même si c'est ça qui fait qui nous sommes aujourd'hui, je pense, après tout ce qu'on a traversé. Mais c'est ça. En principe, c'est guéri. Moi, j'ai eu des problèmes avec ma stomie. En fait, j'ai fait des hernies. Oui. Puis tout récemment, là, j'ai appris que ça... Je pense que 3/4 des gens qui ont une stomie sont vraiment, vraiment à risque d'avoir une hernie. J'en ai eu une en partant. Fait que là, ma stomie était tout déformée.
J'avais beaucoup de la difficulté à l'accepter parce qu'on la voyait toujours avec mes vêtements. Ben oui. J'ai eu une deuxième grossesse. Oui. Deuxième grossesse, cette fois-ci avec stomie. Fait que je suis allée revoir ma gentille médecin des grossesses à risque qui m'a suivie, mais avec un tout nouveau bagage versus la première. Oui, c'est ça. La première fois, elle me dit « Bon, qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières années? » Puis, tu sais, le rendez-vous, il était plus long que prévu. Là, j'ai comme tout défilé, tout ce qui est arrivé depuis ma première grossesse. Puis, c'est ça, j'ai eu une belle grossesse, somme toute, sauf que moi, le bébé, il a vraiment poussé dans ma stomie. Fait que là, j'ai eu un énorme prolapsus. Ah ouais, OK. Que ça allait pendouiller jusque dans le fond du sac. Fait que là, il n'y a plus de sac qui tenait. Ben non. C'était Ça, c'est là pendant mon cancer, je me suis fait mes amis, les infirmières du service à domicile. Oui. Là, je suis devenue vraiment chum avec les stomos de Saint-François-d'Assise. Voilà. Fait que là, maintenant, ils me reconnaissent par mon petit nom. Puis, salut tout le monde. On sait si vous nous écoutez. Puis, en fait, c'est ça, je me suis fait opérer pour mon prolapsus. Puis là, j'avais un nouveau petit bébé, encore une fois. Merci encore à Louis, mon gentil conjoint, qui a soutenu la famille. Puis, c'est ça, quelques mois plus tard, malheureusement, j'ai encore eu un autre hernie. Là, j'ai eu une autre intervention. Fait que là, je suis sur un autre projet, justement, là, qui est très embryonnaire, mais tu sais, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice au niveau du corps pour essayer de prévenir, justement, ce genre de situation, les hernies. Tu sais, c'est quelque chose que, il va vraiment compliquer là, tout l'entretien des appareillages puis tout de la stomie. Fait que j'essaie de voir avec une équipe de physio, de kin, est-ce qu'il y a des petits exercices quand t'as eu ta chirurgie pour la stomie que tu préfères pour te renforcer, puis... Oui, parce que je pense que moi, tu vois, quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais un petit dépliant avec justement des exercices à faire dans mon lit pour ramener tranquillement mes muscles. Mais tu sais, c'était tout petit, là, c'est genre les jambes d'un bord, les jambes de l'autre, mais de base, mais c'est pas ça qui ramène ton corps. Puis je pense que moi, j'ai tout le temps eu vraiment peur des hernies. Là. Je pense que c'est le mot que j'ai le plus prononcé dans la première année et demie après mes chirurgies. Là. J'en ai pas fait. Moi, j'avais fait un gros abcès en dessous, c'est pour ça qu'on a réopéré, mais après ça, je me souviens d'avoir parlé avec, je sais plus, quelqu'un qui travaille dans le domaine, puis qui m'avait dit « Ouais, mais la majorité des hernies, elles arrivent pas genre en déplaçant des meubles, puis en allant au gym, c'est genre des trucs de base. Oui. Les gens se font des hernies en attachant leurs lacets, ou comme en éternuant ou en toussant, ou je sais pas trop quoi. Hey, je peux te le dire. Peur. Non, mais tu vois, comme... Je pense que des fois, c'est développer des réflexes. Là, genre, moi, mettons, quand j'éternue, je mets ma main ici. Oui, moi aussi. Là, moi, je suis traumatisée extrême, mais oui. Mais tu sais, oublie ça. Je pense que ma plus grosse crainte, c'est les hernies. Quand je me suis réveillée de ma deuxième chirurgie, j'ai réagi vraiment mal à tous les narcotiques ces choses-là. Fait que je me suis réveillée en vomissant de mon anesthésie. Hey, la panique totale. Je me suis d'avoir regardé genre, l'infirmière, puis j'étais comme, je peux pas vomir. Je peux pas, je vais faire une hernie. Puis elle était comme... ton corps va vomir. Mais tu sais, mets une pression dessus. Mais oui, fait que tu sais, si on peut justement les prévenir, ça serait tellement intéressant parce qu'après ça, en effet, tu sais, une stomie sans hernie, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'une stomie avec. Puis une hernie, c'est douloureux aussi, là. C'est pas juste une question de... Oui, il y a une question de la bosse, puis ça paraît plus, puis on est donc bien content quand ça paraît pas qu'on a une stomie. Mais... Fait que, écoute, moi, je t'appuie à 100% ton projet. C'est d'ailleurs des gens qui nous écoutent, qui vont prévenir. Oui, mais s'il y a des kinés ou des physios, je sais pas, qui nous écoutent, ça peut être intéressant pour vrai parce que c'est assez répandu, comme tu le dis, là, chez les personnes stomisées. Puis on est beaucoup au Québec, on est plus qu'on pense. Là. Les gens se promènent pas nécessairement le sac à l'air. Le sac à l'air. Oui, c'est ça. Mais c'est un super projet, je suis contente. Puis tu vois, là, il nous reste vraiment pas tant de temps que ça. Fait qu'on va devoir comme boucler l'épisode bientôt, mais je trouve que je trouve ça intéressant, les filles, qu'on ait pu parler, parce que moi, ce qui m'avait marqué de notre rencontre au départ, c'est que justement, quand j'étais sortie, puis j'avais expliqué un peu qui je venais de rencontrer, puis j'étais là, mais c'est cool parce qu'on peut parler de trucs qui sont vraiment comme difficiles dans nos parcours, mais on en parle, puis l'autre n'est pas en train de nous dire « Hey, tu fais pitié », c'est plus « Hey, je comprends », ou tu sais... Au pire, on en rit, parce qu'il y a ça aussi. Je trouve que c'est important. C'est le fun d'en arriver là aussi dans son parcours, de pouvoir regarder ça avec des fois du recul, puis de se dire, comme tu le disais tantôt, Sophie, tu sais,
hey, j'étais vraiment, t'as pas dit drama queen, mais t'étais comme, tu sais, dans ma vision de je veux pas de semi, t'étais vraiment, tu as dit dans l'extrême, dans mes pensées, tout ça, mais j'essaie avec du recul, puis c'est comme, c'est correct, t'étais là dans ta façon de penser, je suis contente que t'aies réussi à passer de l'autre bord, puis je suis contente que, tu sais, aujourd'hui, tu vis bien avec ça. Puis, tu sais, Kim, toi aussi, je trouve ça beau de voir que, tu sais, le parcours n'a pas besoin d'être linéaire. Tout le monde a son approche de la maladie, ce qu'on en parle, ce qu'on n'en parle pas. Mais je trouve ça le fun de voir que, tu sais, oui, c'est possible d'avoir des vies le fun. Les deux, vous le dites, on a des vies bien remplies qu'on aime, on est entouré de gens qu'on aime, on a une famille aussi, tout. Bon, on l'a vu, c'est pas toujours un fleuve tranquille, là, les grossesses. On n'a pas eu le temps d'aborder les tiennes, Sophie. Oui, c'est ça, Sophie, excuse-moi. Mais tu sais, je sais que toi aussi, il y a eu des moments un peu plus rock'n'roll. Ouais. Mais je trouve ça beau qu'on puisse, tu sais, montrer que ça se fait. Puis que, ben justement, il y a des gens qui sont là pour développer des trucs pour nous aider aussi à mieux vivre avec ça. Fait que, écoutez, si les gens veulent un maillot de bain, on sait qu'on peut regarder sur le site de othercbikini.com. Et voilà, othercbikini.com. Puis sinon, si vous êtes intéressé à savoir un peu ce que fait la Fondation Digestive d'un point de vue de sensibilisation, d'éducation aussi, il y a des ressources sur le site web pour aller en apprendre davantage sur les maladies digestives comme le Crohn, la colite ou encore sur les cancers colorectaux. Bien, vous pouvez aller voir la Fondation Digestive. Oui. La page Facebook aussi, peut-être encore plus accessible. Ah ouais, c'est vrai. Jour. Parfait. Fait qu'on regarde ça. Puis, ben les filles, je suis très contente que vous ayez pris votre samedi matin pour venir chanter avec moi. Merci, Camille. Merci. Merci à vous deux.